8h45 sur LCI. Bienvenue, c'est l'heure de votre grand dossier consacré ce soir à cette question: qui a véritablement les cartes en main entre les Américains et les Iraniens dans cette négociation? Le poker menteur a commencé alors que s'ouvrent les négociations à Islamabad. Selon les médias américains, plusieurs navires militaires américains auraient franchi le détroit d'Ormuz aujourd'hui. Démenti formel des Iraniens sur la question. Le détroit d'Ormuz qui fait évidemment partie des points clés de ces négociations avec le Liban, avec notamment la question du nucléaire, toujours centrale aux yeux de Donald Trump, le président américain qui promet un déluge de feu si les négociations échouent. L'armada américaine, vous le voyez, s'est encore renforcée ces dernières heures. De son côté, l'Iran reconstitue également ses stocks avec l'aide notamment de la Chine. Voilà pour le programme qui évolue de minute en minute. Mais d'abord, écoutez Donald Trump hier qui posait notamment l'une de ses conditions pour ces négociations. Il n'y aura pas d'armes nucléaires autorisées. Vous savez, le régime a déjà changé, mais cela n'a jamais été un critère. En tout cas, pas d'armes nucléaires utilisées, c'est sûr à 99%. Et on en parle avec nos invités. Magali Barthès nous a rejoint. Bonsoir. Éditorialiste international LCI. Vincent Crouzet est toujours avec nous. Bonsoir Vincent, expert en renseignement, écrivain, ancien espion et auteur de votre autobiographie Le jour où je suis devenu espion. Le voici, ouvrage formidable que j'ai lu et que je vous conseille de lire aux éditions de l'Observatoire. Le général Dominique Delord est également avec nous. Bonsoir général, ancien chef du Centre opérationnel interarmé et ancien conseiller Afrique-Moyen-Orient du chef d'état-major des armées. Et puis l'ambassadeur sur ce plateau, Yves Doutrillo est avec nous. Bonsoir, ancien ambassadeur de France à l'OSCE, représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. On aura besoin de vos lumières sur la partie diplomatie aujourd'hui parce qu'il se passe beaucoup de choses sur ce sujet. Mais d'abord, on va prendre la direction de Washington. On retrouve notre envoyé spécial Mathieu Karman en direct avec notamment Julie Janus, puisque on l'a dit, les médias américains ont annoncé à la surprise générale, il faut bien le dire, que des bateaux militaires américains avaient franchi aujourd'hui le détroit d'Ormuz. Quelles sont les dernières informations, Mathieu ? Eh bien, ce que l'on sait, c'est que cette information a été révélée il y a un peu plus d'une heure maintenant par Barak Ravid, un journaliste israélien très influent ici à Washington. Et selon un haut responsable américain, eh bien, plusieurs navires de l'armée américaine auraient donc traversé le détroit d'Ormuz ces dernières heures. Il explique même eh bien, que l'un de ces navires aurait traversé le détroit d'est en ouest vers le Golfe avant de faire demi-tour. Ce que l'on sait, c'est que l'un de ces navires serait un destroyer américain, un lanceur de missiles. Il aurait traversé le détroit il y a un peu plus de 6 heures maintenant. Alors peut-on parler d'une avancée majeure dans la réouverture totale du détroit d'Ormuz? C'est la question que l'on se pose maintenant, même si l'Iran a démenti fermement bien que ce navire ait traversé le détroit d'Ormuz il y a quelques heures. Donald Trump, lui, a été questionné il y a quelques minutes par une journaliste américaine, notamment sur ces fameuses mines qui ont été posées par l'Iran ces dernières semaines dans le détroit d'Ormuz. Il dit qu'il sait où elles sont placées et que l'armée américaine a débuté son opération pour retirer ces mines. Mais toujours est-il que l'on attend la confirmation du côté américain de savoir si ce navire américain a bel et bien franchi le détroit d'Ormuz. Ce serait une première depuis l'annonce du cessez-le-feu. Merci beaucoup Mathieu Karman. Merci également à Julie Janus qui vous accompagne. Général Dominique Delord, pour analyser, évidemment il faut rester très prudent parce que ce sont les médias américains pour le moment qui donnent l'information, mais d'une certaine manière, on le verra d'ailleurs juste après, les Iraniens ont confirmé avec un démenti, mais finalement ils ont presque confirmé cette information américaine, on le verra. Votre analyse d'abord, est-ce que on est de l'ordre de la provocation américaine ou est-ce qu'au contraire on est purement dans la manœuvre de négociation en ce moment ? C'est une combinaison des deux, j'allais dire, parce qu'au point de vue opérationnel, ça a du sens. C'est-à-dire voir s'il y a une réalité dans l'existence ou non des mines. Donc, même avec des moyens ultramodernes, il faut quand même se déplacer. Et donc, je pense que leur estimation était qu'il n'y avait pas de mine. C'est pour ça qu'ils ont engagé un destroyer pour faire l'aller-retour. Et en même temps, l'avantage de faire une opération qui comporte un risque quand même, c'est de pouvoir détecter un maximum d'activité sur la rive nord, c'est-à-dire sur la rive iranienne, pour voir où se trouve
des gens qui seraient en mesure de pouvoir mettre en route des conduites de tir, voir s'il y a des radars particuliers qui se déclenchent, analyser aussi toutes les mesures immédiates prises par les Iraniens dans l'hypothèse d'un navire de guerre hostile entrant dans la zone. Donc, au point de vue opérationnel, ça a du sens. Bon, ce navire américain, ce bâtiment de guerre, il avait une couverture qui était prête. Et sûrement, il y avait une nuée d'avions qui était quelque part disponible si jamais il était attaqué. Et donc, il était, entre guillemets, couvert. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de risque, mais il était couvert. Donc, c'est une opération, au point de vue militaire, c'est correct. Alors, le lien avec la négociation, c'est de revenir sur le présupposé américain qui était de dire qu'ils avaient exigé que le détroit d'Ormuz soit ouvert. Donc, et effectivement, ils montrent qu'il est ouvert, s'ils ont fait passer un bâtiment, c'est qu'il n'est pas fermé. Donc, en ce sens, on ne peut pas dire qu'ils ont capitulé devant les exigences iraniennes qui exigeaient autre chose avant d'ouvrir Hormuz. Donc, là, le présupposé américain est apparemment, je dis parce que passer une fois, ça ne veut pas dire passer librement à chaque fois, il est accepté. Donc, c'est un point qui est plutôt en faveur des Américains avant le début des négociations. Magali Barthès, vous confirmez un peu ce que dit le général, c'est un point, c'est 1-0 pour Donald Trump, là, parce que quand on laisse passer un destroyer américain, finalement, on annihile un petit peu les menaces iraniennes sur d'éventuelles mines et sur... Vous parliez tout à l'heure d'une partie de poker, et en fait, ce que cherche à faire Donald Trump, c'est à montrer qu'il a des cartes, lui aussi, dans son jeu, et que les Iraniens ne sont pas, qui sont assez présentés plutôt comme justement ayant un avantage dans cette négociation. Et bien, il essaye de contredire cela, et donc il fait passer manifestement l'un de ses destroyers dans le détroit d'Ormuz pour bien démontrer au monde que ce détroit n'est pas définitivement fermé et qu'il est possible d'agir. C'est pour essayer d'affaiblir la position de négociation des Iraniens en ce moment à la table des négociations. Donc ça paraît plutôt bien joué. Quand on regarde, là, vous avez l'image de Marine Traffic. Quand vous regardez précisément Marine Traffic, vous voyez que juste à l'ouest du détroit d'Ormuz, vous voyez un petit point qui correspond effectivement à un bateau américain, ce qu'on ne voyait jamais avant. Donc ça veut dire quand même, malgré les dénégations iraniennes, il y aurait effectivement un bateau un destroyer qui aurait réussi à franchir ce détroit d'Ormuz. Alors la version iranienne, en fait, c'est pas de dire qu'ils n'ont pas réussi, c'est de dire que à ce moment-là, il y a eu un avertissement des Iraniens et que le bateau américain, sous la pression, a fait demi-tour. Reste que si on s'en tient à la position que l'on voit sur Marine Traffic, il était bien passé à l'ouest de cette pointe omanaise qui marque le détroit d'Ormuz. Et justement, juste avant d'entendre la version iranienne, c'est très intéressant ce que vous expliquiez, Magali, parce que si on a pu le voir sur Marine Traffic, ça veut dire que ce bateau a activé son transpondeur pour bien montrer à tout le monde, et notamment à des journalistes comme Magali qui ont regardé Marine Traffic aujourd'hui, de pouvoir voir, confirmer effectivement que ce navire avait bien franchi le détroit. Donc c'est très intéressant comme manière effectivement de montrer ce qu'on dit, en tout cas par les faits. On va écouter justement la version iranienne, parce qu'évidemment l'Iran n'est pas du tout sur la même ligne, mais elle confirme, entre guillemets, effectivement qu'il y a eu un passage. C'est Siavash Ghazi, notre correspondant à Téhéran, correspondant France 24 à RFI, qui nous explique la version iranienne sur cet événement. Écoutez. Non, c'est totalement démenti. L'information a été démentie par les médias officiels iraniens, notamment la télévision d'État, qui ont affirmé qu'un navire américain, militaire américain, avait tenté de traverser le détroit d'Ormuz et après des avertissements reçus par les gardiens de la Révolution, donc ils contrôlent cette zone. Et le navire en question a été obligé de rebrousser chemin et de retourner donc dans le Golfe Persique. Donc pas question d'un passage donc d'un navire américain, surtout militaire. Donc toutes ces informations données par les médias américains ont été démenties côté iranien. On n'est bien sûr pas sur place pour vérifier toutes ces informations, mais côté iranien, c'est un démenti complet de toutes ces informations. Vincent Crouzet, on l'a vu, Magali l'a dit, Marine Traffic confirme qu'un bateau américain est donc passé. Pourquoi
Donald Trump a envoyé l'un de ses destroyers, possiblement sous le feu iranien, parce qu'il faut le rappeler que ça fait quand même 4 semaines que chaque navire qui tente de passer ce détroit est sous la menace iranienne. Pourquoi aujourd'hui avoir fait ce coup de force ? 2 raisons possibles, hypothétiques. Le premier, un test un peu tactique, comme le disait le général Delors tout à l'heure, c'est-à-dire évaluer les capacités d'attaque ou d'accroche radar des Iraniens sur la zone et s'apercevoir finalement que ça passe comme dans du beurre. Donc effectivement, c'est une leçon pour l'US Navy et éventuellement une provocation avant l'ouverture des pourparlers, puisque cette entrée dans le golfe d'Ormuz, par le détroit d'Ormuz, est intervenue à 10h du matin, avant que les pourparlers donc ne commencent. D'ailleurs, les Iraniens ont donné 30 minutes aux Américains, d'après les informations que l'on a à Islamabad, pour que ce destroyer fasse demi-tour. Alors on a, je crois, le nom, Magali, je crois que oui. On a le nom du navire. On pense, c'est-à-dire qu'il y a sur Marine Traffic, vous avez une photo en fait du bateau qui est passé vraiment, en effet, juste à l'ouest de la pointe. Et quand on essaye de recouper, on se rend compte que c'est potentiellement un bateau qui s'appelle le US Murphy, qui fait partie du groupe aéronaval le Lincoln. Donc tout ça finalement a plutôt du sens, c'est-à-dire que ce serait l'un des destroyers du groupe aéronaval qui aurait tenté de la traverser. Rapidement, Vincent. Ce qui est amusant, c'est que la loi de Murphy, c'est la loi des emmerdements maximum. C'est vrai que vous voyez un signe que potentiellement peu de gens avaient vu. Voilà ce bateau. Le voici exactement sur cette capture d'écran. Yves Doutrieux. Ce que je voulais dire, c'est que ça met l'accent sur un point capital de ces négociations qui, en principe, s'ouvrent, qui est la liberté de circulation dans les eaux internationales du Golfe et du détroit d'Ormuz. Il y a 2 positions complètement différentes. La position iranienne, c'est l'un des 10 points, c'est que il y aura un péage et les bateaux passeront le long de la côte iranienne. Et la position du droit international, du droit coutumier international, c'est la liberté de circulation dans les détroits, comme d'ailleurs dans toutes les eaux internationales. Et donc là, s'il y a un point de divergence fondamentale dans l'ouverture de ces négociations, et les Américains ont voulu établir la preuve que, dans ces eaux internationales, les bateaux, alors là c'est un bateau militaire, en temps de guerre c'est un peu différent, mais là théoriquement il y a un cessez-le-feu, donc un bateau militaire peut passer, mais surtout les bateaux civils, parce qu'il y a toujours les 2000 bateaux qui sont bloqués à l'ouest du golfe d'Ormuz, dont d'ailleurs beaucoup de bateaux européens, asiatiques et autres. Il y a des marins, je crois qu'il y a encore 20 000 marins, certains d'entre eux ont été tués, vous le savez. Bien sûr, notamment des Thaïlandais. Voilà, et donc cette situation est absolument scandaleuse pour la vie économique du monde. Il y a une organisation à Londres qui s'appelle l'Organisation maritime internationale qui est chargée justement de la sécurité des voies maritimes internationales. L'ONU s'en préoccupe. J'entendais tout à l'heure vos invités du plateau précédent évoquer l'idée que quand la paix sera rétablie, il pourrait y avoir une sorte de coalition internationale avec des Européens et d'autres, puisqu'il y a des bateaux européens, dont français aussi dans la zone, qui pourraient accompagner et garantir la liberté de circulation. Donc c'est comme ça que j'interprète modestement ce qui s'est passé aujourd'hui, au moment même où s'ouvrent ces négociations. Et justement, effectivement, on reviendra dans le grand dossier sur ces bateaux américains qui ont franchi le détroit d'Ormuz, au moins un en tous les cas, d'après Marine Traffic, cette carte interactive qui nous permet, vous l'avez en image, de voir presque en temps réel le passage des bateaux. On y reviendra juste un peu après dans le grand dossier, mais évidemment, vous l'avez dit, Yves Doutrieux, tout ça s'inscrit dans le contexte de ces échanges, de ces premières négociations qui ont lieu à Islamabad au Pakistan, entre les Américains menés par Didi Vance et de l'autre côté les Iraniens menés par le président du Parlement Mohammad Khalibaf, et le détroit d'Ormuz fait justement partie de ces 3 points clés justement de négociation. On va faire un point justement avec Célia Juste-Freddy. Vous nous avez rejoint. Bonsoir Célia, parce que il y a plusieurs points qui bloquent justement, et le premier notamment, c'est le détroit d'Ormuz.
Oui, le premier, c'est la gestion du détroit d'Ormuz. Les Iraniens, ils veulent maintenir le contrôle du détroit et depuis plusieurs jours, on parle de l'instauration d'un péage à $1 le baril. Pour certains pétroliers, la facture pourrait alors s'élever à $2 millions. Et pour contrôler ce passage, les Iraniens ont modifié la route empruntée dans le détroit. Vous allez le voir sur cette carte, il faut maintenant longer les côtes iraniennes, entrant ainsi dans les eaux territoriales de l'Iran, ce qui facilite aux Iraniens le contrôle et l'identification des navires. Mais alors pourquoi cette nouvelle route maritime ? Téhéran affirme que des mines se trouvent dans le couloir habituel que vous pouvez voir sur cet écran, au centre du détroit. Les cargos ne sont donc pas prêts à prendre le risque. Très peu de navires sont sortis ces derniers jours. Alors Donald Trump s'agace. Il disait encore hier soir que le détroit devait s'ouvrir, quels que soient les moyens qu'il faille utiliser. Il n'y aura pas d'armes nucléaires autorisées. Vous savez, le régime a déjà changé, mais cela n'a jamais été un critère. En tout cas, pas d'armes nucléaires utilisées, c'est sûr à 99%. Mais Célia, le détroit d'Ormuz n'est pas le seul point de blocage. Non, il y a aussi le nucléaire et c'est un point très important. Il s'agissait de la raison principale du lancement de cette guerre. Avant juin dernier, l'Iran disposait d'environ 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut qu'il soit enrichi à 90% pour créer une bombe nucléaire. Alors un problème se pose, ces stocks ont en partie disparu des radars et ils seraient cachés sous terre, notamment ici sur le site nucléaire d'Ispahan. Pete Hegseth, lui, secrétaire de la Défense, l'a répété. L'Iran ne peut pas conserver cette capacité nucléaire, ce n'est pas négociable pour les Américains. En face, l'Iran maintient sa ligne, son droit à l'enrichissement à des fins civiles. La négociation va donc se faire sur les lignes rouges des deux côtés, sachant que ce stock est très difficile à localiser et donc à neutraliser. Et le dernier point de blocage, Célia, il concerne le Liban. Oui, malgré le cessez-le-feu, Israël a continué de bombarder le Liban, faisant 357 morts mercredi. Hier, l'Iran a affirmé qu'un cessez-le-feu devait être instauré au Liban avant le début des négociations au Pakistan. Le président du Parlement iranien a déclaré sur X que cette mesure avait été préalablement convenue avec les États-Unis et a averti que les négociations ne débuteraient pas tant qu'elles ne seraient pas mises en œuvre. S'il n'y a pas eu de frappe sur Beyrouth aujourd'hui, il y a quand même eu des frappes dans le sud du Liban, des frappes qui ont fait 10 morts, dont 3 secouristes. Merci beaucoup Célia pour ce point complet et pour bien comprendre ce qui se passe à Islamabad, on va retrouver notre envoyé spécial sur place, Michel Scott, avec Arthur Grelet qui nous donne les dernières informations sur ces échanges qui ont commencé entre Américains et Iraniens. Preuve que la méfiance est de mise, les deux délégations iraniennes et américaines ont commencé par ne pas se parler directement aujourd'hui, mais par échanger avec l'hôte de ce sommet, le Premier ministre pakistanais, dont le pays se retrouve pour la première fois en position de médiateur dans un conflit d'une telle importance et qui pousse pour que les négociations aient lieu. C'est justement ce qui est en train de se décider en ce moment. Faut-il aller plus loin ? Doit-il y avoir des pourparlers plus concrets, plus directs et selon quel format ? Le déblocage, par exemple, des avoirs iraniens gelés à l'étranger pourrait inciter Téhéran à aller de l'avant, mais les Américains ont démenti toute décision à ce sujet. C'est à huis clos que les conciliabules se poursuivent en ce moment. J.D. Vance et Mohamed Ghalibaf vont-ils se rencontrer dans les heures qui viennent ? Ce serait très étonnant à ce stade, mais leur présence à chacun viendrait de toute façon donner du poids et officialiserait les engagements pris de part et d'autre s'il y en a. Et preuve que les choses bougent de minute en minute. On apprend que des pourparlers trilatéraux sont en cours actuellement. Autrement dit, Magali Barthès, si on comprend bien les informations qu'on a en notre possession depuis plusieurs minutes, il y a dans une même salle, autour de la même table, à la fois des Américains, les Pakistanais en médiateur et les Iraniens en face d'eux. Alors c'est un haut responsable de la Maison-Blanche qui l'affirme et qui en effet dit que les trois parties sont en train de discuter directement. Et c'est vrai que c'est quand même une énorme nouveauté parce que il faut bien quand même avoir en tête que depuis 1979, il n'y a jamais eu ainsi des officiels aussi haut placés dans l'administration. Là, vous avez quand même le vice-président américain face
face au président du Parlement iranien, donc dans la même pièce, d'après ce haut responsable de la Maison-Blanche, avec en effet la médiation toujours du Pakistan, la délégation américaine qui comprend le vice-président américain et puis aussi Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et Steve Witkoff, son émissaire, qui eux avaient déjà eu des rencontres, on s'en souvient notamment à Genève, avec le ministre des Affaires étrangères iranien, mais ils ne font pas partie officiellement quand même du gouvernement américain. Là, vous avez le vice-président Vance qui est donc à Islamabad, d'après ce que l'on comprend, dans des pourparlers qui seraient directs, si l'on en croit ce haut responsable américain. Il faut bien comprendre la portée de ce qui est en train de se passer actuellement, Vincent Crouzet. L'information a été confirmée. Le vice-président américain J.D. Vance est en train de parler directement dans une salle avec les Iraniens. On est quand même... Alors attention, attendez, parce que là, je vois une nouvelle précision. Voilà, on ne sait pas encore quels représentants iraniens et pakistanais y prennent part. D'accord. Mais en tous les cas... C'est une question directe. Alors effectivement, il faut rester... Vous faites bien de utiliser la prudence, Magali, parce qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, mais tout de même, il se passe quelque chose, Vincent Crouzet, à Islamabad aujourd'hui. On n'est pas loin. Alors, c'est des mots qui sont souvent galvaudés. On n'aime pas ces mots-là, des moments d'histoire historique, mais là, quand même, c'est quelque chose d'important qui est en train de se passer. Alors c'est important, mais effectivement, comme le précisait Magali, il est possible que ce soit les Sherpas, pour l'instant, qui soient réunis pour déterminer l'ordre du jour et les principaux points en fait de désaccord qu'il reste à trancher. Moi, ce qui m'étonne beaucoup dans cette affaire, c'est le choix de J.D. Vance, parce que quand même les États-Unis ont un secrétaire d'État qui s'appelle Marco Rubio, qui aurait pu être le Kissinger de Trump et qui n'intervient pas quand même dans des négociations de premier ordre. Alors, est-ce que c'est pour épargner Rubio et envoyer J.D. Vance au crash test? C'est tout à fait possible. Ensuite, le choix de J.D. Vance, il est un peu particulier au Pakistan, sachant que sa femme Usha est d'origine hindoue. Quand on connaît les tensions entre les Indiens et les Pakistanais, peut-être que diplomatiquement, ce n'est pas la meilleure des signaux qui étaient envoyés aux Pakistanais. Donc c'est assez intéressant, notamment après le passage de J.D. Vance à Budapest pour aller soutenir Orban. Il est dans une séquence quand même à très haut risque au cours des prochaines heures. Yves Doutrillo, vous êtes le diplomate sur cette table. Expliquez-nous un peu comment ça se passe, ce genre de négociations. Elles sont tendues. Qu'est-ce qu'on se dit? Comment ça se passe? Évidemment, ce sont des gens qui ne se sont pas parlé depuis 79. On est à plus de 40 ans de négociations directes. Comment ça se passe dans ces moments-là? Alors, dans ce cas bien particulier, on sait que ça sera extrêmement difficile. L'état d'esprit est vraiment complètement différent, sans parler de la culture diplomatique. Alors, la culture diplomatique de l'administration Trump, c'est encore autre chose. Par rapport, par exemple, aux négociations à l'époque d'Obama, de ce fameux accord nucléaire de 2015. Mais du côté iranien, les négociateurs iraniens, notamment l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque, je crois, de la négociation de 2015 était vice-ministre, donc était impliqué aussi dans ces négociations. Les négociateurs iraniens sont particulièrement durs et ont aussi souvent l'habitude de parfois tester des ouvertures pour tout de suite, après avoir vérifié auprès d'autres responsables qui ne sont pas dans la salle, qui sont à Téhéran tout simplement, nier l'éventuelle ouverture faite. Donc il faut que les négociateurs américains aient une opiniâtreté pour aboutir à un accord sans franchir leurs lignes rouges, on pourra en parler des lignes rouges américaines, et ils risquent d'être assez vite, surtout avec l'état d'esprit de l'administration Trump, très vite agacés par ce qu'ils pourraient qualifier de blocage systématique du côté iranien. Donc, je ne dis pas que c'est une recette pour une catastrophe, mais ça paraît quand même extrêmement difficile d'imaginer une hypothèse favorable quant à l'issue des négociations, compte tenu de la psychologie des uns et des autres et compte tenu des écarts considérables qui existent entre les 10 points qui ont été évoqués. Alors en plus, il y a des versions différentes en farsi, en anglais, ça c'est le plan iranien, et puis les 15 points plus antérieurs qui avaient été présentés, mais dont on ne
ne connais pas complètement le texte d'ailleurs, par l'administration Trump. Donc il y a parier sur le succès de cette discussion, en tout cas dans les 15 jours, parce que théoriquement il y a un délai de 15 jours, mais on a déjà dit qu'il pourrait être prorogé, effectivement, mais je vois mal M. Vance rester plus que quelques jours là-bas à Islamabad. Donc voilà, je suis assez sceptique quant à l'issue de ces négociations, et c'est dommage parce que le monde entier, ce que je disais tout à l'heure, a besoin de voir aboutir ces négociations pour le détroit d'Ormuz, mais aussi pour la question du nucléaire, sans parler du Liban, puisque c'est les 3 questions que vous avez relevées. Il y en a d'autres. Hein. Il y a les missiles aussi. Donc il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a les avoirs iraniens qui ont été un temps évoqués puis démentis. Et puis il y a l'énorme carotte que les Européens et les Américains peuvent proposer aux Iraniens, qui serait la levée de ces fameuses sanctions, des sanctions internationales imposées par le fait que l'Iran ne respecte pas le traité de non-prolifération nucléaire. Évidemment, tout est sur la table, on l'imagine à Islamabad, beaucoup de questions. Restez avec nous dans le grand dossier sur LCI, on continue de parler de ces négociations à Islamabad et évidemment ces informations sur le détroit d'Ormuz qui viennent percutés, mais qui sont en lien évidemment sur ces négociations à Islamabad. Les suites de votre grand dossier avec ces informations effectivement de la presse américaine qui annonce aujourd'hui que des bateaux militaires américains ont franchi le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, information notamment du média Axios démentie par les Iraniens dans la foulée. Pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, Esther Abitbol, vous nous avez rejoint. Mais d'abord, juste avant, je fais le rappel des titres. Pardon, excusez-moi, un petit rappel des titres qui évidemment est très important puisqu'effectivement les États-Unis et le Pakistan et l'Iran tiennent actuellement des pourparlers à Islamabad au Pakistan. Le vice-président américain J.D. Vance est arrivé au Pakistan dans la matinée pour mener sa délégation américaine. Dans un contexte, vous le savez, de plus en plus inflammable, Donald Trump vient en effet d'annoncer le début, je cite, du déblocage du détroit d'Ormuz et menace de déployer une force jamais vue en cas de non-accord. Et pendant ce temps-là, la guerre qui continue au Liban avec le pays lourdement frappé par l'armée israélienne. 200 cibles visées en 24 heures selon le Tsahal. L'État hébreu continue de viser le sud du pays, le fief du Hezbollah, où 10 personnes sont mortes aujourd'hui dans des frappes, annonce le ministère de la Santé libanais. Et puis, mission accomplie pour Artemis 2. Après 10 jours dans l'espace et un voyage de plus de 400 000 km, les 4 astronautes américains et canadiens ont atterri hier soir comme prévu au large de la Californie. C'était la phase la plus périlleuse du voyage, une replongée à plus de 30 fois la vitesse du son qui s'est passée sans encombre. Voilà pour l'essentiel des titres et je prends cette fois-ci bien la direction de l'écran pour retrouver Esther Abitbol pour faire un point justement sur ces annonces selon la presse américaine donc qui annonce que des bateaux militaires américains ont franchi le détroit d'Ormuz ces dernières heures. Oui, des informations qui ont d'ailleurs été confirmées par les médias américains Axios et le Wall Street Journal. Des navires américains auraient donc réalisé une opération de test. Ils auraient traversé le détroit d'Ormuz d'est en ouest, puis fait demi-tour. L'un d'eux pourrait être un destroyer lance-missile. Voici sa position il y a 6 heures. Elle va s'afficher justement à l'écran. Si on considère qu'il a traversé d'est en ouest, comme je vous le disais, le détroit, eh bien cela signifie qu'il a bel et bien passé ce site stratégique fermé depuis mars dernier. Enfin, selon les informations de Tasnim, l'agence iranienne, les négociateurs au Pakistan auraient été avertis de ce test. L'Iran a explicitement informé par l'intermédiaire du Pakistan que si le mouvement du navire se poursuit, il sera pris pour cible dans les 30 minutes et les négociations entre l'Iran et les États-Unis en pâtiront, Quentin. Merci beaucoup Esther Abitbol et justement on est en ligne avec un expert si je puis dire de la question, c'est Fabien Lucas. Bonjour, vous êtes responsable du pôle expertise de Géomine. Géomine, vous travaillez notamment avec des démineurs qui sécurisent plusieurs zones sur différents pays du globe, que ce soit notamment en mer ou si je comprends bien également sur terre.
Oui. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, ça fait des jours et des jours que l'Iran nous indique que cette zone du détroit d'Ormuz, elle est minée. Autrement dit, que des bateaux, que ce soit commerciaux ou militaires, ne peuvent pas passer. Est-ce que le franchissement de ce bateau américain signifie que l'Iran a bluffé et qu'il n'y a pas de mine dans la région ? Alors, il faut croire que oui, effectivement, c'est soit le bateau américain a emprunté les couloirs qui ont été indiqués par l'Iran, des couloirs entre guillemets safe. Et si c'est le cas, donc effectivement, ces couloirs n'ont pas de mine, ou effectivement, s'il n'a pas emprunté ces couloirs, ça veut bien dire effectivement que l'Iran a possiblement bluffé, ou alors le bateau américain a eu de la chance et est passé au travers des mines. Alors effectivement, pour le moment, très peu d'informations, mais d'après ce qu'on voit sur les cartes, il aurait franchi effectivement la partie omanaise, si je puis dire, du détroit d'Ormuz, oui, là où les mines sont placées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus juste sur ces mines ? Est-ce qu'elles sont à ligne de flottaison ? Est-ce qu'on les voit ? Est-ce qu'au contraire, elles sont immergées ? Comment ça se passe, le minage, entre guillemets ? À quoi ça ressemble ? Alors, sur les types de mines qu'il pourrait avoir, donc l'Iran, ils en ont un certain nombre, notamment ce qu'on appelle, nous, des mines en rein. Donc, pour essayer de vulgariser la chose, donc, vous avez un petit flotteur qui permet de faire couler la mine et de la positionner sur le fond. Et vous avez une sphère qu'on appelle, donc, une sphère avec qui vient, elle, se positionner en dessous de la surface de l'eau. En fonction du type de navire, ce petit flotteur qui se positionne en dessous de l'eau peut varier au niveau de la profondeur. Et en fonction de la caractéristique de ce flotteur, vous avez ce que vulgairement appellent les gens des petits picots, c'est-à-dire que si le bateau vient taper ses cornes, là, à ce moment-là, la mine explose. Ou vous avez ce même type de mine avec des capteurs magnétiques, acoustiques, qui est un petit peu plus intelligent, où effectivement, le navire n'a pas besoin de venir au contact de cette sphère pour la faire détonner. Donc, voilà, si je comprends bien, Fabien Lucas, les mines, elles se voient de la surface. Non. Alors absolument pas. Elles ne se voient pas à la surface, elles sont sous la surface, entre 2 à 3 mètres, 4 mètres sous la surface. Donc ça, elles sont positionnées, elles sont en attente de détonner si effectivement le bateau venait soit la toucher. Donc, mais effectivement, on ne la voit pas. Par contre, ces mines peuvent être dérivantes. C'est ce qu'on le voit sur le conflit, par exemple, russo-ukrainien, où on retrouve des mines qui elles, dérivent. Et là, pour le coup, elles sont dangereuses parce que n'importe quel type de bâtiment peut venir, en fait, la taper et du coup, la faire détruire. Mais si elle est positionnée en ce que nous, on appelle en hauteur d'attaque, elle se trouve sous les eaux. Fabien Lucas, Vincent Crouzet sur le plateau a une question pour vous. Je vous écoute, Vincent. Oui, par exemple, le destroyer américain qui a traversé le détroit d'Ormuz tout à l'heure, a-t-il des moyens pour détecter ces mines à travers des sonars particuliers, etc. Alors, moi, je connais pas effectivement le type de bateau qui a franchi le Golfe, mais il existe bien évidemment des bateaux avec des sonars donc de l'avant. Alors par exemple, prenons un parallèle avec les chasseurs de mines qui eux effectivement peuvent voir effectivement devant eux et du coup effectivement s'il y a des obstacles type mine ou autre, ils seraient effectivement en mesure de pouvoir en fait les contourner. Mais sur ce type de navire, ça pour le coup, je peux pas vous répondre, je ne sais pas. Mais ça existe, bien évidemment. Fabien Lucas, une autre question de Magali Barthès sur le plateau. Alors, est-ce que justement le passage de ce destroyer américain, c'est d'après vous de nature à finalement rassurer les armateurs qui ont leur bateau coincé de l'autre côté, ou il en faudra plus quand même pour rassurer et encourager au passage ? Sincèrement, alors, ça pourrait être de nature à rassurer. Je suis assez d'accord avec vous, mais encore faut-il que, comme je vous expliquais en début d'interview, il se peut que le bateau a eu de la chance et du coup est passé au travers sans se faire toucher. Il se peut aussi que, comme l'évoquait le monsieur tout à l'heure sur le plateau, ce système de bateau a un système de sonar à l'avant qui lui ont permis effectivement d'éviter ce type de mine. Donc je ne crois pas que ça soit de nature à rassurer les armateurs pour pouvoir effectivement traverser le Golfe. Je pense que l'Iran devra communiquer. Je pense que effectivement le détroit est safe et qu'il n'y a pas de mine pour que l'ensemble des bateaux encore dans le Golfe ou alors les bateaux voulant rentrer dans le Golfe soient rassurés.
Fabien Lucas, 2 questions encore pour vous. Je rappelle que vous êtes expert en mines. On a beaucoup de questions évidemment à vous poser. La première, vous avez parlé de mines dérivantes. Autrement dit, la question concrète, ça dérive de combien de kilomètres? Parce que l'Iran nous explique aujourd'hui qu'elle ne sait pas où sont ces mines. Est-ce que c'est crédible ou au contraire, est-ce que ça dérive juste sur des dizaines de mètres? Alors, si on prend, et là pour le coup, on a vraiment un beau parallèle avec la guerre russo-ukrainienne. Les mines qui ont été larguées et qui ont été larguées, par exemple à Odessa, on les retrouve alors aujourd'hui sur les côtes turques. Elles dérivent avec le courant, avec le vent, etc., etc. Donc, si effectivement les mines qui ont été larguées en version dérivante, et encore faut-il effectivement que ça soit prouvé, elles peuvent dériver sur des centaines, des milliers de kilomètres. Et on peut les retrouver bien évidemment très très loin. Maintenant, si les mines ont été mouillées, je vais dire en version classique, avec ce petit crapaud, c'est son nom, donc son lest qui vient la positionner sur le fond. Là, pour le coup, elle ne le dérive pas, elle reste à son endroit où elle a été mouillée. Des centaines de kilomètres. Dernière question, Fabien Lucas, et vraiment merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que c'est compliqué de déminer un détroit d'Ormuz avec ce type de mine? Comment on fait? Alors, non, c'est pas... Alors, encore, bien évidemment, faut-il savoir quel type de mine a été mouillé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fonction du type de mine qui a été mouillé, il y a énormément à l'heure d'aujourd'hui, de technologies qui nous permettent effectivement de pouvoir déminer ce détroit. Donc, vous aviez les versions, si je puis dire, entre guillemets, classiques, type chasseur de mines, dont la France a une grande maîtrise. On l'a vu en 1990 sur la première guerre du Golfe. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez des sociétés comme Thales et surtout Exel qui utilisent en fait des AUV. Alors ça nécessite bien évidemment des bateaux supports, mais pour pouvoir envoyer ce type d'AUV pour couvrir des surfaces qui sont énormes et après derrière pouvoir classifier les cibles et après venir effectivement les détruire, les contreminer. Mais on parle bien sûr pour pouvoir déminer le Golfe, et encore faut-il savoir effectivement la surface qui aurait pu être minée. Pour sûr, il faudra plusieurs semaines, voire des mois. Si encore faut-il que effectivement le Golfe ait été miné. Merci infiniment Fabien Lucas pour vos explications. Je rappelle que vous êtes expert du pôle expertise de Géomine. Votre regard était précieux et vous êtes invité bien sûr sur l'antenne de LCI à n'importe quel moment. Très intéressant ce que nous a dit Fabien Lucas, général Dominique Delort. Je note 2 informations. Des centaines de kilomètres de dérivation pour une mine et ça pourrait prendre des mois et des mois. Alors on pourrait quand même compléter en disant qu'il existe des moyens plus modernes, plus performants, soit associés à chasseurs de mines, donc ces bâtiments spécialisés dans la chasse aux mines, mais qu'il existe maintenant des drones qui sont capables de naviguer en parallèle d'un navire de guerre pour élargir justement la détection. Donc on n'a pas la configuration, on parle de plusieurs bâtiments américains qui auraient franchi autour du destroyer, peut-être y a-t-il d'autres équipements qui ont franchi simultanément. Et pourquoi pas, sans imaginer la guerre du futur qu'on ne nous a pas encore certifiée, avoir ces drones qui navigueraient en parallèle pour assurer une détection, et devant bien sûr, pour assurer une détection devant le destroyer. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir également à quelle vitesse il a franchi, parce que s'il a franchi relativement lentement, ça veut dire qu'il est sans doute encadré par des équipements de détection de mines. Donc je veux dire là, on est en progrès, là on a présenté des mines un peu de style à l'ancienne, orin, dérivante, acoustique, on peut même dire acoustique avec des capacités à compter le nombre de bateaux qui passent et à pas se déclencher au premier. Et un certain nombre d'astuces qui montrent qu'on a beaucoup progressé aussi en termes de minage, mais aussi en termes de déminage. Et donc les équipements français sont plutôt bien positionnés avec des chasseurs de mines équipés de sonars à remorquer ou qui peuvent progresser en parallèle également. Donc il y a des équipements qui existent et on peut, compte tenu de ce qu'on découvre de certains équipements américains, il ne serait pas complètement illusoire d'imaginer qu'ils ont assuré une meilleure protection de leurs destroyers pour éviter une mauvaise rencontre, même si, de par leurs renseignements, ils n'ont pas acquis de certitude sur la présence ou pas de mines. Vous voyez, donc on est encore cela sur un champ à l'ancienne. Il faut penser la guerre d'aujourd'hui, même un peu déjà celle de demain, puisque les Américains, avec la fameuse histoire du cœur,
nous montre qu'ils ont des avancées technologiques qui nous révèlent petit à petit. Je rappelle que c'est l'histoire de ce pilote américain qui a été retrouvé et récupéré en Iran. Tout de même, effectivement, on n'a pas encore la certitude à 100% que le détroit est miné, mais Fabien Lucas nous le disait il y a un instant, l'hypothèse est totalement crédible et on parle encore une fois, Magali Barthès, de centaines de kilomètres potentiellement de mines qui auraient dérivé le long du détroit d'Ormuz. Alors évidemment, on ne sait pas si c'est vraiment cette hypothèse cette thèse qui est la vérité entre guillemets, si c'est vraiment ça ce qui s'est passé, mais ça paraît presque mission impossible quand même aujourd'hui. Ça va pas rassurer ni les tankers ni d'ailleurs les militaires sur place. Non, mais c'est vrai qu'il y a deux scénarios. En effet, est-ce que ce sont des mines véritablement qui dérivent ? Alors à ce moment-là, oui. En fait, le détroit à ce moment-là, il est inenvisageable de le franchir pour n'importe qui, y compris pour les Iraniens. C'est pour ça que moi je suis plutôt sur la version sur laquelle les mines sont quand même plombées et lestées pour ne pas trop bouger, parce que sinon les Iraniens se tirent eux-mêmes une balle dans le pied, et eux ont intérêt quand même à pouvoir continuer de contrôler ce détroit en sachant à peu près où les mines se trouvent, justement pour obliger les bateaux, les pétroliers, les cargos qui veulent le franchir à utiliser le fameux corridor iranien, c'est-à-dire en remontant vers les eaux territoriales iraniennes pour passer vers ce qu'on appelle maintenant le péage de Téhéran. Ces deux petits îlots, on les voit bien, qui sont collés aux côtes iraniennes. Ce que je voulais dire, c'est que qu'il y ait des mines ou pas de mines, mais ce qui est intéressant, au-delà des négociations qui s'ouvrent à Islamabad, etc., c'est si effectivement il y a ce risque pour la libre circulation maritime mondiale, alors là, il peut y avoir une véritable coalition mondiale, parce que tout le monde a intérêt, sauf peut-être les Iraniens, à ce que ces mines disparaissent. Alors, on peut parfaitement... Moi, ça me fait vraiment penser à l'affaire qui n'a rien à voir, mais pas très loin de là, les pirates somaliens au large des côtes de la Somalie. Alors, vous vous souvenez, le trafic mondial de supertankers, de porte-conteneurs a été bloqué par des pirates qui, avec des petits hors-bords, avec des gros moteurs, allaient prendre d'assaut d'énormes supertankers et prendre en otage 3 ou 4, les équipages philippins ou thaïlandais ou autres, et contre rançon. Et là, il y a une véritable coalition internationale, parce que c'est le prolongement d'Ormuz vers la mer Rouge, Bab el-Mandeb, que les Houthis par ailleurs connaissent bien. Et il y a eu une véritable coalition mondiale avec l'OTAN, l'Union européenne, mais aussi des Indiens, des Saoudiens, sans doute aussi quelques Chinois. Il y avait vraiment on voit là où que les voies maritimes internationales, c'est une sorte de bien commun mondial, et il y a un intérêt commun à une coalition. Je ne dis pas qu'elle va naître demain, mais si effectivement il y a ce risque-là, une fois pour parler d'Islamabad ayant heureusement abouti, on peut imaginer une opération internationale sous l'égide évidemment de l'ONU. On pourrait là même avoir une résolution du Conseil de sécurité. Il n'y aurait certainement pas de veto chinois, et donc on pourrait travailler ensemble. Ça satisferait tout le monde. Alors évidemment, il y a cette histoire des mines. Un mot simplement, c'est-à-dire que les vents dominants sont d'ouest en est. Si on a des mines dérivantes, la logique veut que ça ramène les mines sur l'Iran. Donc je ne pense pas qu'ils soient très intéressés à recevoir leur propre petit cadeau. C'est vrai que c'est intéressant de savoir que la version des vents, et heureusement que le général est là pour nous expliquer l'éphéméride et tout ça qui se passe du côté de l'Iran. Il y a effectivement cette question des mines dans le détroit d'Ormuz, mais plus généralement évidemment cette question du détroit, elle est centrale, puisque l'Iran, on l'a dit, veut faire passer un péage, en tout cas faire passer les bateaux et les faire payer à chaque fois qu'ils passent le détroit. Et évidemment Donald Trump, lui, aujourd'hui, explique que c'est une des priorités, c'est un des 3 points, notamment de cette question. Il l'a encore indiqué hier en amont de ces discussions à Islamabad, que ce détroit d'Ormuz allait se rouvrir naturellement. Écoutez le président américain. Le détroit va s'ouvrir automatiquement. Il va s'ouvrir. Même si on partait, il s'ouvrirait. Sinon, il ne pourrait pas gagner d'argent. On n'utilisera pas d'armes nucléaires, mais on va l'ouvrir quoi qu'il arrive. Et n'oubliez pas, on n'utilise pas le détroit, ce sont les autres pays qui l'utilisent. Alors évidemment, Donald Trump qui met la pression encore une fois sur les autres pays pour lui venir en aide, mais pour bien comprendre ce qu'il peut se passer dans les prochains jours, si jamais cette question du détroit d'Ormuz devenait payante, si je puis dire, ce serait une première, car notre reporter Jérôme Garot, TF1 LCI, nous a expliqué
aujourd'hui ce qu'un bateau aurait fait ces dernières heures pour pouvoir franchir ce détroit d'Ormuz, et ça remettrait toute l'histoire, tout l'équilibre du commerce mondial maritime en question. Écoutez et regardez ce reportage. Nous avons suivi l'un de ces rares navires en mouvement, ce cargo sous pavillon du Panama, en route pour la Jordanie. Le voici en train de suivre le chemin imposé par l'Iran. A-t-il payé pour sortir ? Ce serait contraire au droit international. Selon les traités, un canal artificiel comme le canal du Panama ou de Suez peut avoir un passage payant. Mais un détroit naturel comme celui d'Ormuz doit toujours rester ouvert, sans restriction, sans péage, et aucune exception n'est prévue. Là, le commerce maritime est une activité libre que les États n'ont pas à contrôler. Exiger de quelque chose qui n'est pas légal un acteur économique, ça s'appelle de la rançon. Vincent Crouzet, honnêtement, quand on regarde la situation, l'Iran n'a presque aucun intérêt à rouvrir ce détroit d'Ormuz comme ça. Ce serait vraiment une manne financière potentiellement perdue par l'Iran. Une très grosse manne, parce qu'à raison de 2 millions de dollars par bateau, je crois qu'on a fait, certains experts ont fait les calculs, ils rempliraient leur caisse de 70 à 80 milliards dans l'année, donnant l'idée d'ailleurs à Donald Trump cette semaine de faire 50-50 d'ailleurs sur le système. Avant de revenir sur ses propos. Mais on a eu quand même une belle déclaration là de Trump, opportuniste. Non, puis ce serait surtout nourrir un commerce qui est détenu par les gardiens de la révolution islamique et enrichir les GRI, enrichir les passedarans personnellement, notamment. On ne sait pas où va cet argent qui serait payé en yuan ou bien en crypto-monnaie, de manière à ce qu'elle échappe justement à tout contrôle. Donc ce serait vraiment nourrir un système mafieux et surtout, finalement, se soumettre aux raquettes des Iraniens. Et je le rappelle, une hyperpuissance, la première puissance mondiale, elle doit contrôler les mers, elle doit contrôler les détroits, et c'est à elle de faire la loi sur les mers, et non pas aux Iraniens. Alors on a vu la question du détroit d'Ormuz, on veut également voir la question du nucléaire, effectivement, parce qu'on reviendra évidemment sur la question, ces trois postes clés évidemment, mais on va continuer encore une fois un peu de parler d'Ormuz. Vous vouliez réagir, Yves Doutrio, sur cette question ? Oui, non, le rançon, illégalité flagrante par rapport au droit international, c'est évident. Alors, effectivement, les États-Unis, Vincent a raison, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avant c'était le Royaume-Uni, avant la Première Guerre mondiale, qui était la gardienne des mers, mais c'est une responsabilité de tous. La France a des bateaux aussi dans la région, les Chinois s'y intéressent beaucoup. D'ailleurs, les voies maritimes internationales devraient aussi être protégées par les Chinois, ce qui n'est pas tout à fait le cas en mer de Chine du Sud. Donc c'est vraiment un sujet d'intérêt général. Et si la négociation d'Islamabad aboutissait à un tel système, je vois pas comment on pourrait parler de victoire du côté américain. Ce serait un formidable retour en arrière. On se retrouverait à l'époque des pirates, je sais pas, au XVIe siècle, quand les corsaires français et britanniques coursaient les bateaux chargés d'or de l'Espagne. Enfin, vraiment, un retour en arrière absolument considérable. Mais on voit quand même que ces dernières semaines, il y a quand même beaucoup de choses qui sont remises en question, de droit international quand même. On peut se poser la question des équilibres des piliers, et évidemment, ça reviendrait peut-être à l'époque de la piraterie, mais on se voit bien compte que le business is business et que Trump pourrait peut-être être prêt à céder. Juste le président américain qui vient de faire cette déclaration, vous la voyez à l'antenne, il remet la pression encore une fois sur l'Iran, si je peux dire, sur son réseau social Truth, en indiquant encore une fois, on l'a écouté mais il le redit, que le détroit d'Ormuz sera bientôt ouvert. Vincent Crouzet. Il a une obligation. Oui, il a une obligation, c'est de rassurer les marchés, qui étaient assez défaillants hier et qui ne croyaient pas trop à l'issue des négociations. Donc il faut que le Dow Jones tienne le coup. Il faut que les prix du baril ne s'envolent pas lundi. Donc ça, je pense que c'est vraiment une obligation pour Trump. Mais les marchés, au bout d'un moment, commencent à comprendre le système, ou vous pensez que ces phrases vont avoir tendance à rassurer les marchés, ou au contraire, on le voit, ces questions de mines qui peuvent être bien présentes ou dérivent, est-ce qu'au contraire, c'est pas ça qui va prendre le dessus ? C'est là où la démonstration du passage du destroyer américain est absolument essentielle pour appuyer justement l'affirmation de Trump. Il y a quand même un problème de la crédibilité américaine aujourd'hui, et le fait d'avoir
démontré, en même temps que de tweeter, poster que le détroit va être ouvert, d'avoir démontré qu'un navire de guerre américain avait réussi quand même à passer de l'autre côté de cette pointe omanaise, c'est une façon quand même de dire pour Donald Trump qu'il est extrêmement sérieux. Et il ajoute dans l'ensemble des tweets qu'il a pu poster depuis quelques heures que de toute manière tout ça est plutôt bénéfique finalement pour l'économie américaine, puisqu'il y a plein de pétroliers avides qui arrivent vers les États-Unis pour aller se remplir de pétrole américain. Et il s'en prend une nouvelle fois aussi dans ce tweet à l'instant, enfin dans ce message aux médias fake news qui ne cesseraient de dire que les Américains justement ont perdu cette manche. Donc il est vraiment, alors que son vice-président est à Islamabad en train de négocier manifestement dans des discussions vraiment trilatérales, c'est-à-dire face à face avec les Iraniens et la médiation pakistanaise, il essaye aussi d'occuper l'espace médiatique en ce moment. Je trouve que c'est très frappant depuis quelques heures pour bien se remettre lui aussi au centre du jeu et expliquer qu'il a des cartes justement dans son jeu, et notamment que ce détroit d'Ormuz n'est pas la carte maîtresse des Iraniens que l'on peut décrire notamment ici, parce que c'est vrai, mais aussi dans la presse américaine, ce qui manifestement le rend fou furieux. Dernière question avant d'avancer, est-ce que tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz depuis maintenant 2-3 heures, Idou Trio, ça pèse en direct sur les négociations à Islamabad? Je crois. Je trouve que c'est un bon coup, l'affaire de ce bateau. Il faudrait qu'il y en ait peut-être d'autres, parce que comme il y a encore une incertitude, finalement on ne sait pas grand-chose sur l'existence ou pas de mines. Il faudrait peut-être continuer. Enfin, c'est facile de le dire ici du plateau d'LCI, qu'ils envoient d'autres bateaux, parce qu'ils en ont pas mal finalement dans la région. Mais avec quand même toujours un risque qu'il y ait une mine qui percute. Mais s'ils peuvent faire la démonstration que c'est du bluff, ou alors qu'on peut déjà envisager, alors ça je parle sous le contrôle du général, des opérations de déminage, mais là, dans le contexte actuel, c'est peut-être un peu compliqué immédiatement, à ce moment-là, les Iraniens seront dans une position de moindre force que celle qu'on présente dans les médias, y compris les médias américains aujourd'hui. Alors on va avancer effectivement, parce qu'on l'a dit, on a évoqué ce premier point qui est le détroit d'Ormuz. Le deuxième point clé de ces négociations à Islamabad, c'est notamment le nucléaire. On va reprendre la direction de Washington, où on retrouve notre envoyé spécial avec Julie Janus. Mathieu Karman, vous êtes en direct de Washington, puisque le président américain a été clair également sur cette question du nucléaire. L'Iran ne doit pas avoir la bombe, c'est sûr, à 99%. Oui, c'est l'un des sujets qu'il a mis tout en haut de la liste des points à aborder lors de ces négociations qui ont débuté au Pakistan entre les délégations iraniennes et la délégation américaine. Donald Trump, vous l'avez dit, il l'a encore dit hier, il ne faut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. C'est d'ailleurs 99% des discussions actuelles. Parce que pour Donald Trump, c'est à la fois une question de sécurité, un marqueur politique, parce que le nucléaire iranien, il n'en parle pas depuis hier, ni depuis le début de la guerre le 28 février dernier. Non, souvenez-vous, l'armée américaine avait frappé en Iran plusieurs sites nucléaires lors de la guerre des 12 jours en juin dernier. On pense au site de Natanz ou encore celui de Fordo qui avait été massivement frappé par les Américains. Et dès son premier mandat, Donald Trump avait mis ce dossier tout en haut de la pile. Et l'une des questions que l'on se pose désormais, c'est où se trouvent les 440 kilos d'uranium enrichi que possède l'Iran, parce qu'on rappelle qu'avec cette quantité, l'Iran pourrait produire plusieurs armes nucléaires, et c'est cela que veut éviter Donald Trump. La presse américaine avait révélé fin mars que l'administration de Donald Trump et Donald Trump lui-même envisageaient une opération terrestre pour aller chercher directement cet uranium enrichi en Iran. Mais vous vous en doutez, c'est une opération plus que périlleuse, extrêmement dangereuse pour l'armée américaine, car cet uranium serait enfoui à plusieurs centaines de mètres sous terre dans ces sites nucléaires. Donc, alors reste à savoir désormais ce que va décider Donald Trump. Et quid de ces négociations au Pakistan, parce que si cela n'aboutit pas, cela pourrait être un revers et un échec pour Donald Trump et son administration. Merci Mathieu Karman, merci également à Julie Janus pour les images. Général Dominique Delors, on rappelle juste le contexte de cette déclaration de Donald Trump. Il y a eu ces 10 points pour justement les négociations, l'ouverture des négociations à Islamabad, et dans ces 10 points, dans la partie en farsi, il était question du nucléaire, et dans la partie anglaise, elle avait totalement
totalement disparu. Est-ce qu'on se dirige quand même sur une partie d'échec sur cette question du nucléaire bien compliquée pour Donald Trump, avec des Iraniens qui n'ont jamais lâché la question du nucléaire pour leur sûreté nationale officiellement quand on les cite? Alors, la situation est compliquée pour les deux quand même. Ne sous-estimons pas les difficultés du régime iranien dans cette affaire. C'est effectivement un cessez-le-feu en cristal, c'est-à-dire que ça peut voler en éclats en un instant. Et surtout que les bases de départ, comme ça a déjà été indiqué, sont très éloignées l'une de l'autre. Donc sur ce problème du nucléaire, évident que les Iraniens lâcheront ça sans doute en dernier, si jamais ils le lâchent. Mais est-ce qu'ils peuvent lâcher? Évident. Est-ce qu'ils peuvent lâcher vraiment? Alors, c'est pour ça que je ne crois pas beaucoup dans la prolongation d'un cessez-le-feu, sauf à ce que les Américains échouent complètement dans leurs négociations. Ce qui serait évidemment versé au crédit de Vance, ça sera pas très bon pour son avancement au futur. Donc c'est évidemment c'est extrêmement piégeant pour le vice-président, parce que le vice-président, grosso modo, c'est soit il entérine une rupture des négociations, soit il accepte des positions qui sont a priori inacceptables par non seulement les Américains, mais aussi, on doit le dire quand même, par la communauté internationale, ne serait-ce que sur la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz. Donc pour ce qui est du nucléaire, c'est évidemment le point initial principal, c'est une des raisons même la raison pour laquelle les Israéliens sont entrés en guerre, ont repris une campagne de guerre supplémentaire, et pour lesquelles les Américains se sont engagés. Donc il est très difficile d'être optimiste. On peut l'être pour le principe d'être optimiste dans une négociation. Il faut souhaiter que la raison arrive dans les deux délégations pour trouver un gentleman agreement, mais on ne connaît pas de négociation qui est au plan international, qui est démarrée sur des bases aussi éloignées. Et on voit pas comment y arriver en l'espace de 24 heures. Ils partent beaucoup trop loin. S'il y avait à négocier, on a eu des négociations très difficiles, notamment sur l'Algérie, mais on a fini par régler, donner-leur le Sahara et qu'on en finisse, ou avec les Vietnamiens sous l'égide des Américains et de l'URSS à l'époque, mais les bases de départ n'étaient pas éloignées. La vision qu'avait le général de Gaulle de l'indépendance algérienne, c'était acquis déjà. À travers un référendum, un certain nombre de raisons, mais l'essentiel était déjà acquis. Là, l'essentiel n'est pas acquis. L'essentiel, au contraire, diverge. La position initiale des Américains, c'est dire jamais d'armes nucléaires pour l'Iran, et l'Iran dire je peux et je veux, si je veux, avoir des armes nucléaires. Donc, je crois pas à un débouché, j'espère me tromper. Très rapidement, parce qu'après on va prendre la direction de Téhéran. C'est très très ambigu, parce que dans le document, je ne sais plus s'il est en farsi ou en anglais, on parle d'une part de l'armement nucléaire, et d'autre part on parle de la question de l'enrichissement de l'uranium. Parce qu'il me semble qu'il y a deux questions en fait. D'une part, du côté américain, je dirais du côté européen, on veut récupérer les 450 kilos d'uranium fortement enrichi, plus de 60%, peut-être les confier à la Russie ou à un autre, premièrement. Et deuxièmement, les Iraniens revendiquent le droit à l'enrichissement d'uranium. Alors, civil. Alors là, les Russes sont en train de construire une centrale nucléaire, et donc ils ont droit à avoir, et le traité de non-prolifération autorise tous les pays signataires, dont l'Iran, à accéder à l'énergie nucléaire civile. Donc 3,5%, pourquoi pas? Et or, quelquefois, je vois des déclarations américaines, alors il faut dire aussi que c'est toujours un peu flou, pas d'enrichissement. 0%, c'est le 0%. Non, mais normalement, ils ont le droit à enrichir, et on ne peut que les soutenir. Et c'est toute la question. En revanche, les 450 kilos, il faut les détruire ou les transporter en Russie ou ailleurs. Et là, nous, les Européens, on a tout à fait cette position-là, parce que, en fait, tout ça, le paradoxe, c'est que si on en était resté à l'accord de 2015, que M. Trump a dénoncé en 2017, on n'en serait pas là. On continue juste de parler de nucléaire, mais on va prendre la direction de Téhéran, où on retrouve notre correspondant RFI France 24 à Téhéran, pour revenir juste un tout petit instant sur ces bateaux américains qui auraient franchi le détroit d'Ormuz. Siavosh, vous nous rejoignez en direct, puisque l'Iran dément de son côté que ces bateaux militaires américains aient franchi sans encombre ce détroit d'Ormuz.
Oui, absolument. C'est un démenti officiel et complet. Téhéran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé que le destroyer américain avait tenté de franchir le détroit d'Ormuz et après un avertissement de la part des gardiens de la révolution, il a été obligé de rebrousser chemin pour retourner à son port d'attache d'Al-Fajira aux Émirats Arabes Unis. Donc pas question de laisser pour les Iraniens de laisser passer des navires américains, navires marchands, et surtout pas de navires militaires américains. C'est une position de principe pour Téhéran, qui contrôle le détroit d'Ormuz. Ça a été un total démenti de la part de Téhéran. En ce qui concerne le programme nucléaire, je peux ajouter que pour Téhéran, il n'est pas question de céder sur cette question-là, puisque selon l'Agence internationale de l'énergie atomique et le traité de non-prolifération, l'Iran a le droit de faire de l'enrichissement d'uranium, y compris de l'enrichissement d'uranium à 60%. Et donc la position de Téhéran, qui estime avoir remporté le conflit, la guerre de 40 jours, et de ne pas céder sur tous ces points-là, notamment l'enrichissement d'uranium. Le traité de non-prolifération autorise tous les pays signataires de ce traité de faire de l'enrichissement jusqu'à 60% pour des raisons médicales. Et donc pas question pour Téhéran de céder également sur cette question-là. Merci beaucoup Siavosh Ghazi en direct de Téhéran, correspondant RFI France 24. C'est très intéressant le dernier point dit par Siavosh et Vincent Crouzet, parce que d'un côté vous avez l'Iran qui dit oui, on a le droit à un enrichissement à 60%, et de l'autre côté, on l'a vu, Yves Doutrio l'a rappelé, les USA ont toujours dit ces derniers jours, ces dernières semaines, que c'était un enrichissement à 0%. Là-dessus, on a du mal à imaginer comment, en quelques jours seulement, malgré des négociations directes, on puisse trouver un accord sur cette question. Bon, dans le point de négociation, c'est acceptation et poursuite de l'enrichissement, mais sans préciser quel type d'enrichissement. Alors, effectivement, l'enrichissement civil à hauteur de 3%, c'est acceptable. C'est peut-être d'ailleurs un point de négociation que peuvent trouver les Américains et les Iraniens. Certainement s'en sortir justement avec un enrichissement civil pour justement poursuivre le programme nucléaire civil iranien qui est en jeu, notamment avec la construction de la deuxième unité de la centrale de Bushehr par Rosatom, par les Russes. Ça, c'est tout à fait possible. Je voulais revenir sur les 440 kilos sur lesquels on fantasme beaucoup depuis des mois. D'abord, c'est une évaluation de la IEA. On ne sait pas exactement si c'est 440 ou 1000 kilos ou 200 kilos. On n'en sait pas. Enfin, on ne sait pas exactement. C'est juste une évaluation. On ne sait pas exactement où ça se trouve. Je précise que on a beaucoup spéculé sur Ispahan. Et Ispahan, c'était à 31 km de la piste qui a été investie par les Américains, par les forces spéciales américaines, pour la récupération du pilote le week-end dernier. À 31 km. Êtes-vous en train de nous dire qu'on a loupé quelque chose et que les Américains auraient peut-être lancer une opération en sous-main pour aller récupérer l'uranium ? Non, mais les Américains ont démontré leur capacité d'opérer sur cette zone en toute impunité. Donc, ce qu'ils ont démontré à Magnard, donc à 31 km du site nucléaire d'Ispahan, signifie qu'ils sont capables d'opérer sur cette zone de manière extrêmement efficace. Général, votre avis, est-ce que les Américains pourraient récupérer ces 400 kilos, voire ces 1000 kilos, visiblement, parce qu'effectivement, on a encore beaucoup de questions sur ce stock. Alors, il y a quand même, au point des opérations, c'est quand même des grands changements. C'est que, là, dans le cadre de Search and Rescue, quand ils ont voulu récupérer leur pilote, ils savaient qu'ils avaient une personne à récupérer. Ils savaient l'identifier. Ils savaient même, avec une certitude, avec grande certitude. Et ils savaient qu'une fois récupéré le bonhomme, embarqué, on pouvait dégager. Donc il n'était pas enfoui, il n'avait pas de protection particulière autour de lui, puisqu'il était justement, il s'était mis dans une zone isolée. Donc au point de vue des opérations, même s'il y a de bonnes similitudes en termes de capacité à évoluer, je trouve que l'évaluation des risques pour une opération plus importante, sur un lieu mal défini, avec justement des capacités à transporter sous quelles conditions pas évidentes. Il faut les trouver, les transporter. Donc il faut durer sur le terrain, sans doute plusieurs jours, avec des moyens beaucoup plus lourds.
dans un environnement qui va devenir de plus en plus hostile, parce que je comprends bien que, évidemment, les Iraniens ne peuvent pas avoir une densité de force partout dans la totalité d'un pays qui est 3 fois grand comme la France. Enfin, en bout de quelques jours, ils seraient capables de faire venir sans doute des unités un peu motivées pour affronter les Américains, même si les Américains appliquaient toute leur puissance aérienne, Dieu sait si elle est grande. Donc je crois qu'on peut pas... il y a cette extraordinaire capacité des Américains à traiter un point, un seul, n'importe où, en Iran, ça oui, mais de là à monter une opération pour récupérer quelque chose dont on ne connaît pas... on connaît la nature, mais on ne connaît pas le volume, on ne connaît pas précisément la localisation, on ne connaît pas exactement ce qu'il y a comme défense autour. Ça me paraît beaucoup plus difficile. L'impossible n'est pas forcément improbable, donc on ne sait jamais. Mais très sincèrement, pour les opérations, en termes d'opérations, puisque c'est un peu ça, je dirais que le chef militaire qui dirait au président « Ok, on peut y aller », la casse peut être importante. Je pense que le président, même le président américain actuel, ne prendrait pas nécessairement un tel risque. Donc c'est d'une autre manière qu'il faut les récupérer. Laquelle ? Alors on fera donner l'armée de diplomates pour essayer de trouver une solution, mais ils ne sont pas forcément plus efficaces. Il y a des inspecteurs, il y a une agence internationale d'énergie atomique, dont le directeur général d'ailleurs est candidat pour être le successeur du secrétaire général de l'ONU. Voilà. Et donc... après l'accord de 2015, l'AIEA a pu travailler pendant 3 ans sur l'Iran et a pu inspecter et vérifier que l'Iran respectait ses accords, supprimait des centrifugeuses, détruisait des centrifugeuses. Donc la bonne solution serait de revenir à ce cadre multilatéral-là et faire en sorte que l'Iran puisse accéder à l'énergie civile. Alors, il est possible qu'il y ait certaines applications, par exemple médicales, ça a été évoqué, qui permettent l'usage de taux plus élevés. Je ne sais pas si c'est 60% ou 20%, ne me posez pas la question. Et je crois que c'était d'ailleurs même prévu dans les accords de 2015. C'était quelque chose qui avait été négocié, mais certainement pas 60% avec ces quantités-là. Et donc, si les partenaires sont de bonne foi, la meilleure solution, c'est de revenir à ce cadre international-là. Et l'Iran, ce ne sera pas sous la pression militaire américaine. L'Iran pourrait dire, je me range au droit international. Est-ce que l'équipe iranienne actuelle, endurcie par ces bombardements de 6 semaines, est capable de se rallier au droit international? Il est permis d'en douter. C'est toute la question, évidemment. Alors, évidemment, on va avancer dans le grand dossier. Il y avait la question du 3e point, évidemment, avec le Liban, parce qu'évidemment, Israël continue de frapper le Liban, et on se posera la question, évidemment, sur LCI ce soir, si le Liban peut intégrer ce cessez-le-feu. Mais juste, pour terminer ce grand dossier, je voulais avoir le sentiment avec vous aussi sur ces capacités de régénération iranienne lors de cette trêve. Parce qu'évidemment, cette trêve, elle durant depuis, ça fait 4 jours, maintenant 5 jours que ces combats ont cessé, et il semblerait que l'Iran ait cette capacité de reconstituer ses stocks assez rapidement. On l'a beaucoup entendu pendant la guerre, c'est d'autant plus vrai à l'heure où les armes ont cessé. Et écoutez juste ce gardien de la révolution qui continue quand même de menacer les Américains et les Israéliens d'une possible riposte en cas d'échec des négociations. Évidemment, les gardiens de la révolution sont prêts, on le doit sur la gâchette. Je cite d'ailleurs ce gardien de la révolution sur cette capacité de riposter. Je crois qu'on va l'écouter dans quelques instants, écouter ce gardien de la révolution. Chers concitoyens, en tant que soldats, je vous assure que nous sommes à court ni de munitions, ni de missiles, ni de drones. Tout le matériel est prêt et nos mains sont sur les gâchettes, les boutons de lancement des missiles et des drones. Et l'information qui vient peut-être appuyer cette formation et cette menace, c'est que les infos de CNN nous montrent que la Chine est en train d'aider, serait prête à aider justement les Iraniens pour leur livrer notamment ce qu'on appelle des manpads. Vous allez voir ce que c'est à l'image. Ce sont justement ces lance-roquettes qui ont permis, apparemment d'après les informations, de cibler le F-15 justement du pilote américain. On va voir les images.
La Chine, encore une fois, qui est prête à aider l'Iran malgré ce contexte de négociation, Magali Barthès. Oui, mais on sent quand même le soutien de la Chine et la main de la Chine dans cette affaire. Ils sont très discrets, les Chinois, depuis le début. Mais c'est vrai que les informations diffusées par CNN d'après CNN, montrent que la Chine, en effet, est en train d'essayer livre ce genre de matériel. Et puis, vous savez, il y a toujours cette ambiguïté de la Chine sur les biens aussi à double usage. On l'a beaucoup vu, notamment sur le terrain russo-ukrainien. On disait beaucoup que la Chine, finalement, ne livrait pas véritablement d'armes à la Russie, mais en fait livrait des drones qui pouvaient avoir un usage civil. Et en fait, on a l'impression de retourner un petit peu dans cette idée-là, avec manifestement un engagement quand même plus avancé, si vraiment ce sont ce genre de matériel anti-aérien qui est bien livré à l'Iran. Alors c'est pas de l'équipement anti-aérien moderne et ultra technologique, c'est la version chinoise du Strela SA-7 russe, qui est un modèle portatif donc anti-aérien pour frapper justement des appareils qui se déplaceraient à basse altitude et donc qui se verrouillent sur des sources de chaleur. C'est pas un équipement révolutionnaire, dont disposeraient les Iraniens. Néanmoins, ils ont réussi à abattre un F-15 avec ce type de moyens. C'est quand même, ça permet quand même de faire des gros dégâts. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, on avait dit la Chine est l'une des victimes de ce conflit parce qu'il y a du pétrole et du gaz qui va vers la Chine à partir du détroit d'Ormuz dont on avait parlé tout à l'heure. Après, on apprend qu'ils ont du stock et qu'ils sont tranquilles de ce point de vue-là. Et diplomatiquement, mondialement, on a de plus en plus l'impression que la Chine, c'est une puissance de grande stabilité, de responsabilité. Les Chinois reçoivent les délégations les unes après les autres, dont le président Trump, en principe, si c'est pas à nouveau reporté, c'est annulé, je crois. Reporté, effectivement. Voilà, on parle de la mi-mai. Alors, donc, vous voyez, la Chine tire avantage, finalement, de cette guerre malheureuse et qu'elle livre des armes. C'est pas terrible. Alors, simplement, j'ai compris que du côté américain, on menace le droit de douane de 50%. Ça, c'est Donald Trump, évidemment. Ils vont livrer des armes à l'Iran. C'est le langage de Donald Trump. Merci d'avoir animé le grand dossier avec moi. Dans un instant, vous retrouvez Yves Calvi qui reviendra sur ces rebondissements dans le détroit d'Ormuz, dans ce contexte de ces négociations à Islamabad. Voilà pour le programme.